Avez-vous déjà eu cette sensation étrange qu'une personne en face de vous ne fait que parler, mais qu'au fond, ces mots sont comme des aiguilles invisibles qui s'enfoncent doucement dans votre esprit? Vous ne voyez rien de violent, rien d'agressif. Et pourtant, après quelques phrases, vous doutez de vous-même. Vous vous demandez si vous avez bien compris, si vous êtes trop sensible, ou si le problème vient vraiment de vous. C'est exactement ainsi qu'opère un manipulateur. Il ne lève pas la voix, il n'a pas besoin de forcer. Il s'installe dans vos pensées et vous amène petit à petit à remettre en cause votre propre réalité. Reconnaître ces signaux n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car un manipulateur peut être partout, dans une relation amoureuse où l'amour devient une arme, dans un cercle d'amis où un sourire cache un calcul, au travail où un collègue use de phrases bien choisies pour vous affaiblir et prendre l'avantage. Et le plus dangereux, ce n'est pas toujours ce qui est dit, mais la manière subtile dont c'est dit. Une simple phrase, apparemment banale, peut avoir le pouvoir de miner la confiance d'une personne, d'installer la peur ou la culpabilité, et de la rendre dépendante sans même qu'elle s'en rende compte. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 phrases typiques que les manipulateurs utilisent. 5 petites formules, souvent dissimulées derrière un ton calme ou affectueux, mais qui sont en réalité de véritables armes psychologiques. En les connaissant, tu seras capable de les repérer immédiatement, peu importe qui les utilise. Un partenaire amoureux, un ami, un supérieur hiérarchique ou même un membre de ta famille. Et voici ma promesse. Après cette vidéo, tu ne pourras plus jamais entendre ces phrases de la même façon. Tu verras le masque tomber. Tu comprendras l'intention cachée derrière chaque mot et surtout, tu sauras comment y réagir sans tomber dans le piège. Parce qu'un manipulateur peut jouer avec les apparences, mais il ne peut rien contre une personne consciente et préparée. Alors, reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer la manière dont tu vois certaines personnes autour de toi. Que tu exagères, ce n'est pas ce que j'ai dit. Imagine la scène. Vous êtes en pleine conversation avec votre partenaire, un collègue ou même un ami. Vous exprimez un malaise, vous rappelez quelque chose de précis qui a été dit auparavant, et soudain, la réponse tombe. Tu exagères, ce n'est pas ce que j'ai dit. À première vue, ça semble banal, mais cette phrase est l'arme préférée de ce qu'on appelle le gaslighting. C'est une technique de manipulation psychologique qui consiste à déformer la réalité pour faire douter la victime de sa propre mémoire, de ses perceptions et même de sa santé mentale. En d'autres termes, le manipulateur nie les faits, renverse la situation et insinue que le problème vient de vous. Prenons un exemple concret dans un couple. Vous rappelez à votre partenaire une promesse faite quelques jours plus tôt, comme « tu avais dit qu'on passerait le week-end ensemble ». Et la réponse arrive, froide et catégorique. « Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Tu dramatises toujours. » Petit à petit, au lieu de rester sûr de ce que vous avez entendu, vous commencez à douter. Peut-être que vous avez mal compris. Peut-être que vous êtes trop sensible. Et c'est exactement ce que le manipulateur veut, que vous cessiez de croire vos propres souvenirs et que vous commenciez à vous fier à sa version de la réalité. Dans le milieu professionnel, c'est la même mécanique. Imaginez un supérieur qui vous a clairement donné une instruction la veille. Le lendemain, quand vous la suivez, il vous accuse de mal l'avoir interprétée. Mais je n'ai jamais dit ça, tu inventes. Résultat, vous passez pour incompétent, vous perdez confiance en vous, et il garde la position de force. Pourquoi cette phrase est-elle si dangereuse? Parce qu'elle ne remet pas seulement en cause un détail, elle s'attaque à votre confiance intérieure. Si vous ne pouvez plus être sûr de votre mémoire, de vos perceptions ou de vos émotions, alors vous devenez extrêmement vulnérable. Le manipulateur,
Lui prend l'ascendant. Il devient la référence, celui qui détient la vérité. Et vous, sans vous en rendre compte, vous commencez à lui céder ce pouvoir. Alors, comment réagir efficacement? 1. Tenir un journal. Notez les faits, les dates, les paroles exactes. Cela vous servira de repère quand on cherchera à nier vos souvenirs. 2. Restez calme, le manipulateur veut que vous vous emportiez, car un excès de colère servira à vous discréditer. Au contraire, restez posé. 3. Recadrez les faits, plutôt que de rentrer dans son jeu, répétez calmement. Je sais ce que j'ai entendu et je m'en souviens très bien. Le but n'est pas de le convaincre, mais de ne pas laisser sa version remplacer la vôtre. 4. Mettre des limites. Si la personne répète ce schéma en boucle, il faut savoir prendre de la distance, car ce type de manipulation ne s'arrête jamais par magie. Pour que tu visualises bien ce mécanisme, imagine un miroir déformant. Tu sais, ce qu'on trouve dans les fêtes foraines. Tu te regardes dedans, mais ton reflet est toujours tordu, trop grand, trop petit, disproportionné. Si tu passes trop de temps devant ce miroir, tu finis par croire que c'est toi, la vraie image. Eh bien, le gaslighting, c'est ça. Un miroir déformant que le manipulateur place devant toi. Son but est que tu ne crois plus ce que tu vois, mais uniquement ce qu'il te dit. Ne l'oublie jamais. Si quelqu'un répète souvent cette phrase « tu exagères, ce n'est pas ce que j'ai dit », ce n'est pas toi qui perds la mémoire, c'est lui qui essaie de t'enfermer dans un monde qu'il contrôle. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Voilà une phrase qui, à première vue, ressemble à une déclaration d'amour conditionnel. Mais en réalité, c'est l'un des pièges émotionnels les plus puissants qu'un manipulateur puisse utiliser. Derrière ces mots, il ne s'agit pas d'amour, mais de culpabilisation affective. L'autre ne cherche pas à créer une relation équilibrée, il cherche à obtenir ce qu'il veut en utilisant vos sentiments comme une monnaie d'échange. Prenons un exemple amoureux. Imaginez une personne qui refuse de respecter vos limites intimes, vos croyances ou vos choix personnels. Vous exprimez un refus clair, mais au lieu d'entendre votre position, elle lâche cette phrase. « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. » Ce qui, en surface, ressemble à une demande d'amour, est en réalité une attaque contre votre dignité. Car la phrase sous-entend que votre amour est insuffisant, que votre loyauté est douteuse, et qu'il faut prouver vos sentiments en trahissant vos propres valeurs. Peu à peu, vous vous retrouvez à céder, non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous avez peur de perdre la relation. Dans le monde professionnel, la même mécanique se retrouve, mais sous une autre forme. Un collègue qui ne veut pas assumer sa charge de travail peut jouer sur la corde émotionnelle. Par exemple, si tu étais vraiment un bon coéquipier, tu m'aiderais à finir ce dossier. La logique est la même. Faire reposer sur vous la culpabilité de dire non et vous pousser à accepter une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Et à force, vous devenez l'éponge émotionnelle de tout le monde, celui ou celle qu'on exploite parce qu'on sait que vous avez du mal à refuser. Pourquoi cette phrase fonctionne-t-elle aussi bien? Parce qu'elle touche directement aux émotions les plus profondes. Le désir d'être aimé, reconnu, loyal est perçu comme une bonne personne. Personne n'aime être vu comme égoïste ou indifférent. Et le manipulateur le sait. Il utilise ce point faible pour créer un dilemme. Soit vous cédez et vous vous reniez, soit vous refusez et vous passez pour quelqu'un de froid et de sans cœur. Dans les deux cas, il gagne. Alors, comment déjouer ce chantage émotionnel? 1. Reconnaître le mécanisme. La première étape est de mettre un mot dessus. Quand une demande est conditionnée par une preuve d'amour ou de loyauté, ce n'est pas de l'affection, c'est du chantage. 2. Poser des limites fermes. Vous pouvez répondre calmement mais clairement.
Mon amour ne se mesure pas à ma capacité à dire oui à tout. 3. Retournez la question. Obligez l'autre à se confronter à son propre raisonnement. Par exemple, si toi tu m'aimais vraiment, pourquoi aurais-tu besoin de me forcer à faire quelque chose contre ma volonté? 4. Déconnectez l'amour de l'obéissance. Rappelez-vous que l'amour, l'amitié ou la loyauté n'impliquent pas de se renier. Un vrai lien se construit dans le respect mutuel, pas dans le marchandage émotionnel. Pour bien graver cette idée dans votre esprit, imaginez que l'amour est une flamme. Elle éclaire, elle réchauffe, mais elle ne brûle pas vos valeurs. Le manipulateur, lui, veut transformer cette flamme en un feu dévorant qui consume vos limites jusqu'à ne laisser que la cendre de votre volonté. Si vous cédez, il gagne en intensité. Si vous tenez bon, la flamme reste claire et pure. Retenez ceci. Chaque fois que vous entendez « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi », ne voyez pas une preuve d'amour. Voyez un test de votre résistance. Ce n'est pas une invitation à donner plus, mais une alarme qui vous signale que quelqu'un essaie d'acheter vos valeurs au prix de votre culpabilité. Tu es trop sensible. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue. Peut-être dans une dispute avec un proche, au travail après avoir exprimé un malaise, ou même dans l'enfance lorsqu'un adulte voulait minimiser vos larmes. Elle a l'air inoffensive, presque banale. Et pourtant, elle est l'une des armes les plus destructrices d'un manipulateur. Pourquoi? Parce qu'elle nie vos émotions. En un instant, votre ressenti est balayé comme s'il n'avait aucune valeur. Vous êtes en colère? Tu dramatises. Vous êtes triste? Tu pleures pour rien. Vous exprimez une limite? Tu es trop sensible. Derrière ces mots se cache une stratégie claire. Faire croire que le problème n'est pas dans ce qui a été dit ou fait, mais dans la manière dont vous réagissez. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui ai dépassé les bornes, c'est toi qui es fragile. Prenons un exemple narratif. Imaginez une dispute dans un couple. Vous exprimez à votre partenaire que son comportement vous blesse, peut-être une remarque humiliante devant des amis. Vous attendez une discussion sincère, mais au lieu d'une écoute, vous recevez ce verdict. Franchement, tu es trop sensible. Résultat, vous vous sentez incompris, ridiculisé même. Et peu à peu, au lieu d'insister, vous vous taisez. Vous finissez par penser que vos émotions sont exagérées, que vous devriez les étouffer pour ne pas faire d'histoire. C'est ainsi que la manipulation réussit, en installant en vous la honte et l'autocensure. Au travail, c'est la même logique. Un collègue vous fait une remarque déplacée, vous réagissez, et la réponse fuse « Détends-toi, tu es trop sensible ». En réalité, on ne vous respecte pas. Mais à force d'entendre ce refrain, vous commencez à douter de votre légitimité à exprimer un malaise. Et ce doute ronge lentement l'estime de soi, les conséquences psychologiques sont profondes. Perte d'estime de soi, vous vous voyez comme trop fragile, incapable de gérer. Honte, vous finissez par croire que vos émotions sont un défaut. Autocensure, vous n'osez plus parler, de peur d'être encore accusé d'hypersensibilité. Pourtant, la science dit l'inverse. Les neurosciences montrent que les émotions ne sont pas un signe de faiblesse, mais un outil vital de survie. Elles jouent un rôle central dans la communication humaine. La peur nous alerte d'un danger, la colère nous signale qu'une limite a été franchie, la tristesse exprime un besoin de soutien. Ce ne sont pas des erreurs de fonctionnement, ce sont des signaux précieux. Dire « tu es trop sensible », c'est comme reprocher à une alarme incendie de sonner quand il y a de la fumée. Ce n'est pas l'alarme le problème, c'est l'incendie. Alors, comment retourner cette phrase contre le manipulateur? La réponse est simple et puissante. Affirmez la légitimité de vos émotions. Vous pouvez dire calmement « mes émotions sont valides
et je choisis de les respecter. Cette phrase, en apparence douce, est une arme redoutable. Elle empêche l'autre de minimiser votre ressenti et affirme que vous êtes le seul juge de ce que vous ressentez. Imaginez vos émotions comme des feux de signalisation intérieure. Le rouge, le vert, l'orange, chacun a un rôle. Si quelqu'un vous dit « tu es trop sensible », c'est comme s'il essayait de couper le courant pour que les feux s'éteignent. Mais sans ces signaux, vous avancez dans l'obscurité, en danger permanent. Vos émotions ne sont pas une faiblesse. Elles sont votre système de navigation. Retenez bien ceci. Une personne qui respecte réellement vos émotions cherchera à comprendre ce que vous ressentez, pas à les balayer d'un revers de main. Alors, chaque fois que vous entendez « tu es trop sensible », ne l'acceptez pas comme une vérité. Voyez-le pour ce qu'il est, une tentative de manipulation destinée à vous faire taire. Tout le monde pense ça de toi. C'est une phrase courte, mais lourde de conséquences. En une seule ligne, elle vous met face à une supposée unanimité contre vous. Elle laisse entendre que votre comportement, vos idées ou même votre personnalité sont rejetés par le groupe entier. C'est ce qu'on appelle une manipulation par pression sociale. Le manipulateur invoque la voix du collectif pour vous isoler, vous affaiblir et vous pousser à vous conformer. Prenons un exemple concret. Imaginez un chef devant son équipe. Il s'adresse à un employé en disant « Tout le monde pense que tu n'es pas fiable ». Même si personne ne l'a jamais dit, la phrase frappe comme un coup de massue. L'employé se retrouve soudain sous le poids d'une accusation diffuse, impossible à vérifier. Oser protester revient à se mettre à dos non pas une seule personne, mais tout le monde. Le résultat est immédiat. L'employé se tait, baisse la tête et intériorise la critique, même si elle n'a aucun fondement. Pourquoi cette phrase fonctionne-t-elle aussi bien? Parce qu'elle joue sur deux des besoins les plus profonds de l'être humain. Le besoin d'appartenance et la peur de l'exclusion. Depuis toujours, l'homme est un être social. Dans les sociétés anciennes, être rejeté du groupe signifiait littéralement un risque de mort. Aujourd'hui, ce réflexe est resté inscrit dans notre cerveau. Être isolé, critiqué ou rejeté par le collectif déclenche une peur viscérale. Et le manipulateur le sait. Il brandit ce « tout le monde » comme une arme invisible pour nous forcer à rentrer dans le rang. Sur le plan psychologique, ce mécanisme repose sur un biais cognitif bien connu, le conformisme. L'expérience de Solomon Asch l'a démontré de manière frappante. Face à un groupe unanime, un individu préfère souvent se conformer, même si le groupe a objectivement tort. Autrement dit, nous avons tendance à douter de nous-mêmes dès qu'une majorité supposée s'oppose à nous. C'est précisément ce que vise le manipulateur en disant « tout le monde pense ça de toi ». Mais alors, comment réagir à ce type d'attaque? La clé est de ramener la conversation du flou du collectif au concret du factuel. Demander des preuves précises. Qui exactement pense ça? Souvent, le manipulateur se dégonfle, car son « tout le monde » n'existe pas vraiment. Exiger du factuel. Quand cela a-t-il été dit? Dans quel contexte? Le but est de transformer son accusation vague en élément vérifiable. Rappeler la subjectivité. Peut-être que tu le penses, mais ne parle pas pour les autres. Cette réponse brise l'illusion d'unanimité et redonne de la force à votre position. Pour bien illustrer ce piège, imaginez une ombre immense projetée sur un mur. Vous voyez une silhouette énorme et effrayante. Mais si vous allumez la lumière, vous découvrez qu'il ne s'agissait que d'un petit objet placé devant une flamme. Le tout le monde fonctionne de la même manière. Il crée l'illusion d'une masse unanime contre vous. Mais en réalité, il ne repose souvent que sur une seule voix amplifiée artificiellement. Retenez ceci. Chaque fois que vous entendez « tout le monde pense ça de toi »,
Ne cherchez pas à plaire à ce soi-disant « tout le monde ». Allumez la lumière, demandez des précisions, et vous verrez souvent que cette masse invisible se dissout d'elle-même. Je fais ça pour ton bien. En surface, cette phrase semble douce, presque rassurante. Qui ne voudrait pas croire qu'une personne agit pour notre bien? Mais dans la bouche d'un manipulateur, ces mots cachent souvent une prise de contrôle déguisée en protection. C'est la carte du sauveur toxique, celle qui sert à justifier des comportements intrusifs, oppressants, parfois même destructeurs, sous prétexte d'agir par amour ou bienveillance. Dans une relation amoureuse, cette phrase peut devenir une arme redoutable. Imaginez un partenaire qui contrôle vos fréquentations, votre manière de vous habiller ou vos choix de vie. Quand vous protestez, il répond calmement « Je fais ça pour ton bien. Tu ne te rends pas compte. » Ce qui ressemble à de la protection est en réalité une forme de cage dorée. Derrière le masque de la sollicitude se cache une volonté de domination où votre autonomie est réduite à néant. Chez certains parents toxiques, c'est un refrain classique. L'enfant grandit en entendant « Je t'interdis ça pour ton bien. Je t'impose ce choix d'études pour ton avenir. Je t'empêche de fréquenter ses amis pour ton intérêt. » En surface, cela paraît protecteur. Mais sur la durée, le message implicite est terrible. Tu n'es pas capable de savoir ce qui est bon pour toi, je décide à ta place. L'enfant devenu adulte peine alors à se faire confiance, car on lui a toujours appris que ses désirs, ses intuitions et ses choix étaient invalides. Même dans l'amitié, ce masque peut apparaître. Un ami qui critique constamment vos projets ou vos relations peut dire « Si je te parle comme ça, c'est pour ton bien ». Mais en vérité, il projette souvent ses propres peurs ou jalousies. Au lieu de soutenir, il freine, au nom d'une prétendue protection. Le danger de cette phrase est immense. Elle entraîne une infantilisation, où vous êtes traité comme quelqu'un d'incapable de prendre des décisions par vous-même. Elle conduit à une perte d'autonomie, car vos choix personnels sont systématiquement invalidés. Et, à long terme, elle installe une dépendance psychologique. Vous commencez à croire que vous avez besoin de l'autre pour savoir ce qui est bon pour vous. Exactement ce que le manipulateur recherche. Alors, comment distinguer la véritable bienveillance d'une domination cachée? C'est simple. La bienveillance respecte votre liberté, la manipulation la piétine. Une personne bienveillante vous conseille, vous alerte peut-être, mais elle vous laisse toujours le choix final. Elle dit « Voilà mon avis, mais tu décides ». Le manipulateur, lui, impose, interdit, oblige, et se cache derrière « c'est pour ton bien », pour masquer sa prise de pouvoir. La contre-stratégie est donc d'apprendre à reconnaître la différence entre un conseil et une injonction. Vous pouvez répondre fermement « Si c'était vraiment pour mon bien, tu me laisserais décider par moi-même ». Cette réponse simple coupe court au masque de bienveillance et renvoie la responsabilité à l'autre.